Salut à tous, c'est Pierre pour Jour après Jour by D-Day Live. Et aujourd'hui donc on se retrouve pour une dernière vidéo pour parler ensemble du 297e Engineer Combat Bataillon durant les événements d'opération Cobra. Mais avant de parler de Cobra, on va remonter un petit peu dans le temps pour essayer de comprendre pourquoi cette opération a été lancée le 25 juillet 1944. Donc comme vous le savez, l'armée américaine et les alliés débarquent le 6 juin 1944 sur les plages normandes. Pour l'armée américaine, la première chose à faire est de créer une tête de pont en Normandie. C'est pourquoi on doit prendre la ville de Carentan. Pourquoi Carentan? Carentan est entre la plage d'Utah et la plage d'Omaha. Donc si on prend Carentan, l'armée américaine sera capable de créer une vraie tête de pont en Normandie et capable de repousser les assauts venant de l'armée allemande. Donc Carentan sera pris le 12 et le 13 juin 1944. Une fois qu'on prend Carentan, il faut qu'on prenne Cherbourg. Cherbourg tombera le 25 et le 26 juin 1944 et on a besoin de Cherbourg pour pouvoir acheminer hommes, matériel, munitions et équipements. Une fois qu'on contrôle Carentan et qu'on contrôle Cherbourg, l'objectif principal, je dirais, est de contrôler le flanc ouest et le flanc est. Les deux flancs sont représentés par des carrefours routiers, par des villes plus précisément. À l'ouest, la ville de La Haye-du-Puy. Donc la bataille pour La Haye-du-Puy aura lieu entre le 3 et le 6 juillet 1944. Une fois qu'on tient La Haye-du-Puy, on peut se focaliser sur la ville de Saint-Lô, qui elle, je dirais, est à l'est de l'armée américaine sur le plan du champ de bataille. Donc Saint-Lô tombera le 17 juillet 1944, soit presque un mois et demi après le débarquement. Comme vous le savez, l'armée américaine se bat maintenant presque depuis un mois et demi en Normandie et on ne peut pas vraiment lancer les divisions blindées. On est obligé de combattre champ par champ, haie par haie. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé par exemple au milieu des haies du côté d'Asville ou du côté de Saint-Lô. Malheureusement, si vous êtes à pied, il est impossible de voir ce qu'il y a devant vous. Pire, si vous n'avez pas de GPS, eh bien, vous êtes perdu, je dirais. Et à cause de ça, donc on est obligé de combattre haie par haie, champ par champ. Pour vous donner un petit exemple, la 29e qui débarque à Omaha le 6 juin 1944, ça va lui prendre exactement 41 jours pour rejoindre la ville de Saint-Lô, alors qu'aujourd'hui, avec une voiture, la distance entre Omaha et Saint-Lô est de 30 minutes en voiture. Donc c'est pour vous donner un petit peu une perspective. On est obligé de combattre haie par haie, champ par champ. Pour les Allemands, ce n'est pas un problème. On perd une haie, on perd un champ, pas de souci. On va défendre le suivant, etc. etc. Ça fait maintenant presque un mois et demi que l'armée américaine donc, se bat en Normandie et on aimerait bien ouvrir les routes vers la Bretagne et les routes vers Paris. Mais pire, je dirais, dans l'histoire, c'est que depuis le 5 juin 1944, plus précisément durant la soirée du 5 au 6 juin 1944, ont été parachutés en Bretagne des SAS français. Et eux, leur mission a été de ralentir et d'empêcher l'armée allemande, les soldats allemands qui étaient en Bretagne, de revenir en Normandie pour combattre contre les Alliés. Et le plan préconisait que l'armée américaine devrait rentrer en Bretagne dès le mois de juillet. Donc on a des soldats français qui se battent en territoire ennemi, en Bretagne, seuls, isolés. Et le problème est que l'armée américaine est toujours en Normandie. Et on veut pousser le front, on veut ouvrir les routes de Paris et aussi les routes de la Bretagne. Donc l'armée américaine, précisément certains officiers, étaient à la recherche d'un moyen de détruire une bonne fois pour toutes les lignes allemandes en Normandie. Et un officier va avoir cette idée, et cet officier n'est autre que le général Patton. Et oui, ce n'est pas Bradley qui a eu l'idée d'Opération Cobra, mais bien le général Patton. Patton, lui, a donné l'idée d'Opération Cobra au général Bradley. Cette opération est connue aujourd'hui sous le nom d'Opération Cobra. Elle a eu lieu entre la ville de Perrier et la ville de Saint-Lô. Initialement, elle aurait dû avoir lieu le 21 juillet 1944, mais à cause des conditions climatiques, celle-ci a été repoussée au 25. Au 25 juillet, et aussi des hommes sont partis à l'assaut donc le 26 juillet, puisqu'on a eu deux bombardements distincts, celui du 25 et celui du 26 juillet. Opération Cobra, donc cette opération, je ne vais pas rentrer dans les détails, malgré quelques petits soucis techniques, je dirais, puisqu'on a eu un feu ami. Pour l'armée américaine, cette opération a été un énorme succès. On peut finalement lancer la 3e armée américaine sous le commandement du général Patton. L'armée allemande fin juillet, début août 1944 est en train de se replier vers le sud de la Normandie, vers la Bretagne et aussi vers le sud-est pour essayer de remonter vers Paris.
Cette opération est un énorme succès. Donc le 31 juillet 1944, le 297e, lui, reçoit l'ordre de construire 3 ponts dans la ville de Gavray-sur-Sienne pour la 3e Armorade. Pourquoi 3 ponts? Tout simplement, l'armée allemande, en se repliant, a détruit le pont qui permettait de relier la rive nord et la rive sud de la rivière Sienne à Gavray-sur-Sienne. À ce moment-là, donc le 287e se retrouve en support de la 3e Armorade. L'ordre va être donné à la compagnie A du capitaine Ritter, précisément à 8 h le matin. À 10 h du matin, la compagnie A va commencer à construire ce fameux pont Belay, donc le premier pont Belay. Un pont Belay est un pont en ferraille, comme vous pouvez le voir derrière moi, et c'est un pont qui est montable et démontable. Les ponts Belay ont permis à l'armée américaine de remplacer les vrais ponts, les ponts en pierre à l'époque, qui ont été détruits par l'armée allemande, et de pouvoir, on va dire, enjamber une rivière comme la rivière qui se trouve juste derrière moi. Donc le premier pont va être construit par la compagnie A. Le premier pont a été construit donc par cette compagnie, mais le problème il est que, tellement que Opération Cobra, qui est aussi connue sous le nom de Saint-Lô Breakthrough par les vétérans américains, a été un énorme succès, eh bien qui aurait pu le croire qu'en temps de guerre, on allait avoir des bouchons. Eh bien oui, à Gavray-sur-Sienne, tellement que cette opération a été un énorme succès, les tanks et les véhicules de la 3e Armorade ont créé donc, ce qu'on appelle un bouchon. C'est pourquoi le 297e, par la suite, a reçu l'ordre de construire 2 autres ponts. Précisément un pont Tridgeway à l'est de Gavray pour pouvoir faire passer les véhicules légers de la 3e Armorade. Et à cause de ce trafic, il a été nécessaire de construire un 2e pont Belay juste à côté du premier pour pouvoir je dirais, emmener les véhicules vers la rive sud de la rivière Sienne. Donc les 3 ponts ont été construits par la compagnie A sous le commandement du capitaine Ritter. Et dans la nuit du 31 juillet au 1er août, précisément, un avion de la Luftwaffe, quant à lui, va survoler la rivière Sienne et il a fait sûrement pour mission de détruire tous les ponts qui ont été construits sur cette rivière par les Américains. Pourquoi? Pour ralentir aussi vite que possible, pour ralentir l'avancée américaine vers le sud de la Normandie, puisque l'armée allemande à ce moment-là était en train de se replier. À 23 h précisément, à 23 h, cet avion va tirer avec sa mitrailleuse sur les 2 ponts Belay de Gavray-sur-Sienne, blessant 5 soldats américains, dont M. McLean. M. McLean, lui, était en train de travailler sous le pont Belay, sous l'un des ponts Belay, et il va être blessé à l'épaule et à une jambe par des balles qui ont été tirées par cet avion allemand. Il va se réveiller quelques minutes plus tard, à côté de lui, une Jeep avec 2 soldats américains. L'un des soldats américains lui a dit « Ne bouge pas, nous allons revenir te rechercher » et il a tenu parole. Ce camarade a tenu parole et est revenu le rechercher avec les 4 autres soldats qui ont été blessés. M. McLean va être emmené par la suite sur un aérodrome de campagne qui a été construit à proximité de Gavray et par la suite il va être emmené en Angleterre. Lorsque M. McLean va survoler l'Angleterre, donc il était à bord d'un C-47, le capitaine qui était là, le capitaine va lui demander s'il a déjà vu Big Ben. Bien évidemment, M. McLean, comme 95% de l'armée américaine, c'était la première fois qu'il était en Europe et il n'avait jamais vu Big Ben. Donc le capitaine va demander l'ordre de pouvoir, je dirais, de survoler Big Ben pour que M. McLean puisse voir Big Ben. Et l'ordre a été accepté puisque grâce à ce capitaine, M. McLean a vu pour la première fois Big Ben. Il va rester en Angleterre jusqu'en décembre 1944 et il va revenir en France. Et ensuite, il sera envoyé en Belgique pour combattre les Allemands dans les Ardennes belges. Donc M. McLean, lui, est arrivé en France le 7 juin 1944. Il a débarqué donc à Utah. Donc comme je vous l'ai dit, ce n'était pas vraiment un ingénieur. C'était pas vraiment un ingénieur puisqu'il n'a pas reçu d'entraînement d'ingénieur. Il s'est entraîné avec une division américaine et il est arrivé en tant que replacement pour les hommes du 297e. Et lorsqu'il est arrivé à Utah, donc à J+1, le 7 juin, il n'a pas été, on va dire, reçu comme il espérait. Pourquoi? Les hommes qui composaient le 297e ne parlaient pas aux replacements. Bien, évidemment, c'est peut-être logique. Même aujourd'hui, il est difficile de faire votre place lorsque vous arrivez dans un groupe de personnes, je dirais, et que ce groupe est déjà vraiment soudé. Rapidement, il va avoir la mission de déminer la plage, bien évidemment pour qu'on puisse amener armes, munitions, équipements, etc. Et le lieutenant Duffy va lui demander ce qu'il a fait dans l'infanterie.
il va lui répondre qu'il était dans ce qu'on appelle the motor pool. Et le lieutenant Duffy lui a dit, tu seras mon conducteur de Jeep et je te donne pour mission de me trouver une Jeep. Donc Monsieur McLane, lui, va trouver une Jeep, bien évidemment avec les marquages de la 82. Mais lorsqu'il va vouloir prendre cette Jeep pour le lieutenant Duffy du 297e, des officiers de la 82 vont lui dire non, 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 la Jeep appartient à la 82. Donc, par la suite, Monsieur McLane va avoir, je dirais, la mission de garder des postes de contrôle puisqu'il n'était pas vraiment un ingénieur, mais néanmoins, il va avoir quelques missions, je dirais, typiques d'un ingénieur de déminer. Et c'est comme ça, en fait, c'est sur le terrain qu'il est vraiment devenu un ingénieur et non en Angleterre et non aux États-Unis. Donc, lorsqu'il va revenir en décembre 1944 sur le front, les soldats du 297e vont lui faire un accueil, je dirais, mais qu'est-ce que tu fais là? Et c'était la première fois que M. McLane se sentait vraiment comme un membre du 297e, puisque jusqu'à ce jour-là, il n'avait pas été vraiment proche d'un de ses camarades, puisqu'il était considéré jusque-là comme un replacement. Et M. McLane est toujours parmi nous aujourd'hui et il vit paisiblement aux États-Unis.